Bien, si vous en êtes d'accord, nous allons démarrer ce premier webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander pendant les quelques minutes de conserver encore vos micros coupés pour qu'on puisse démarrer tranquillement notre session. Je suis très heureux de recevoir ce matin Renaud Piarou, qui apparaît ici sous la fenêtre de l'ordinateur de Martine Villerme, qui est professeur à Sorbonne Université, chef de service à la Pitié-Salpêtrière et qui est chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. À ses côtés, mon ami Benoît Miribel, qui est président du Centre français des fonds et fondations, mais qui est aussi le directeur de la santé publique de l'Institut Mérieux et qui est un membre éminent de notre think tank depuis de nombreuses années. Bonjour Benoît. Alors, avant de vous passer la parole, chers amis, je voudrais vous dire quelques mots quand même sur le think tank Ressources, qui a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années et qui est d'abord et avant tout en fait une formidable aventure humaine qui rassemble des personnalités très diverses, des universitaires, des ONG, des politiques, des dirigeants du secteur privé bien sûr et des responsables institutionnels qui tous partagent une conviction, c'est l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Alors, ce que nous souhaitons faire, et c'est comme ça que nous nous organisons, c'est alerter, dialoguer, recommander, et puis aussi faire savoir avec un objectif de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays émergents afin de provoquer des prises de conscience, mais aussi bien sûr des plans d'action concrètes. Ressources, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire d'idées de parole tout à fait libre. Et nous produisons chaque année nos travaux sur les thèmes que nous choisissons d'ailleurs en début d'année. Ce fut successivement et à l'origine d'ailleurs de notre création le droit à l'eau, puis ensuite le couple eau-énergie, mais aussi bien sûr l'eau et la santé et bien d'autres. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons choisi d'aborder, des maladies hydriques au Covid-19, comment casser une épidémie, c'est en fait le trait d'union entre l'une des plus grandes causes de mortalité au monde, que sont les maladies hydriques, et ce que l'on sait de ce que nous venons de traverser avec le Covid-19. Alors, entre Renaud Piarou et Benoît et bien sûr les membres du réseau, nous avons déjà débattu de cette question des maladies hydriques il y a déjà quelques années, avec l'eau insalubre comme étant un vecteur de maladie. On voudrait aujourd'hui pouvoir faire ce parallèle d'approche sur le traitement d'une part et sur les méthodologies qui permettraient d'arriver à casser les épidémies telles qu'elles se débattent. Je vais donc passer maintenant la parole à Benoît qui va prendre le relais pour animer ce début de débat. Puis ensuite, nous aurons bien sûr nos questions-réponses. Benoît, c'est à toi. Merci Patrice, bonjour à tous. Merci au think tank Ressources d'organiser cette session d'une heure. Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir voir ce que nous avions discuté il y a 5 ans, lors de cette matinale ressources consacrée à l'eau insalubre et de ses enjeux sur les maladies infectieuses, maladies hydriques notamment, et avec le parallèle aujourd'hui du Covid-19. Est-ce qu'il y a, en termes d'approche, des points, des similarités? Et à ce titre, effectivement, l'intérêt d'avoir le professeur Renaud Piarou, c'est qu'il a une grande expérience, notamment du choléra, et on va pouvoir aborder un parallèle, puisqu'aujourd'hui, il est à la tête d'une d'équipe mobile avec la PHP à Paris par rapport au Covid-19. Et lors de notre matinale, il y a 5 ans, Renaud avait évoqué la nécessité d'une approche très terrain, je dirais, au contact direct des populations, un travail pour pouvoir justement isoler et suivre la maladie. Alors, avant d'entendre Renaud, dans la continuité de ce que vient d'évoquer Patrice Fandalosa, effectivement, rappeler que, comme le savent la plupart, je pense, des personnes qui nous entendent, l'eau insalubre reste une priorité majeure. Elle tue à peu près, enfin, on sait plus de 2 millions de personnes. Les chiffres varient entre 2 et 3 millions de personnes, une eau insalubre. C'est aussi un vecteur, l'eau insalubre, de parasites tels que les moustiques qui retrouvent refuge dans des pneus, dans de l'eau insalubre. Donc, cette problématique anime bien sûr de nombreuses organisations humanitaires, d'agences onusiennes, d'entreprises aussi qui amènent des produits adaptés pour lutter face à cet enjeu-là. Donc, ça reste un enjeu majeur.
auquel le think tank ressources s'attache. Et nous avions vu, vous pourrez retrouver, je pense, sur le think tank ressources, le compte-rendu de cette session de février 2015, pour plus de détails, mais nous avions vu qu'il fallait bien sûr raisonner avec l'assainissement. Ça va de soi, je ne vais pas refaire notre débat, mais le sujet d'aujourd'hui et le parallèle, c'est celui de l'approche. Et notamment, il y a beaucoup de maladies hydriques, hein, l'OMS en compte à peu près une vingtaine. La plus connue, bien sûr, c'est les diarrhées, qui tuent beaucoup d'enfants. Hein, des centaines de milliers d'enfants, moins de 5 ans, meurent de diarrhée, mais on pense moins à l'encéphalite japonaise, l'hepatocirrhose, l'hépatite, et bien sûr, on voit que pour pouvoir identifier ces maladies, et Renaud l'avait évoqué d'ailleurs à l'époque, il nous faut des outils de diagnostic performants. On le voit encore aussi aujourd'hui avec les tests par rapport au Covid-19. Sans diagnostic, effectivement, on ne sait pas traiter, on ne sait pas faire les distinctions, et bien souvent, on attribue des diarrhées qui sont en fait d'autres choses. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour s'y repérer dans ce monde infectieux, et notamment pour contribuer à casser une épidémie, un terme que Renaud a repris dans son interview dans le journal du dimanche il y a 15 jours, le 10 mai. Pour casser une épidémie, notamment, il faut pouvoir la circonscrire. Lors de notre matinale, Renaud, tu avais évoqué une approche de type juge d'instruction, au sens précis du terme, au sens où sont les faits, enquête de terrain, et tu avais dit, c'était il y a 5 ans, je cite, que selon toi, le progrès en matière d'épidémie passe par une documentation précise et une instruction des cas. Il s'agit de réunir les informations, de les vérifier, de faire en quelque sorte un travail de juge d'instruction en trouvant l'origine de l'épidémie pour établir les circonstances et documenter le cas. Et puis, une fois qu'on a l'origine, bien sûr, suivre tous ceux qui sont infectés. Donc, pour laisser du temps, bien sûr, à Renaud et aussi aux questions qui vont suivre avec les participants, j'invite Renaud à nous expliquer le parallèle qu'il fait aujourd'hui par rapport à son expérience, tous les projets qu'il a pu faire à l'international sur notamment le choléra, mais pas seulement, mais c'est une de ses spécialités, en particulier le cas d'Haïti, mais on avait aussi évoqué qu'il y avait eu à Hinche aussi des problèmes d'occlusion intestinale, enfin il y a d'autres typhoïdes, mais le sujet c'est dans l'approche du choléra, proche des personnes affectées, les isoler, les traiter, les cibler, les connaître. Et aujourd'hui, ce que tu accomplis avec la PHP face au Covid-19, avec le projet Covisant, quels sont les parallèles? Est-ce que cette méthode donne des fruits? Comment se situe-t-elle aussi par rapport aux autres outils, aux autres approches qui sont indispensables pour casser l'épidémie? Voilà les 2 premières questions pour toi, Renaud, si tu l'acceptes. Voilà, j'accepte les questions, il faudra me les rappeler parce que j'ai une mémoire d'oiseau, hein, de poisson rouge. Non, première chose, moi j'ai pas regardé hein, ce que j'avais dit il y a 5 ans. On était quand même dans un contexte différent, c'est il y a 5 ans quand même, on n'était pas très loin de la polémique de l'introduction du choléra en Haïti. C'est pour ça que instruire le cas, faire l'enquête, etc., je pense que ça s'adressait à ça. Puisque le choléra en Haïti avait été importé par les casques bleus, involontairement certes, mais avec quand même des négligences terribles dans la gestion de l'eau. C'est pour ça que c'était quand même très important de faire ce travail d'instruction. Alors, probablement, il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là. On se demande ce qui s'est passé en Chine, d'où vient la souche, etc. Pourquoi elle a diffusé aussi rapidement? Est-ce qu'on a fait tout ce qui était utile? Et je crois que c'est quelque chose qui sera important. Mais 5 ans, c'est long. Et en 5 ans, il s'est passé des choses, et en particulier en termes de choléra, on a sur Haïti poursuivi un travail qu'on avait démarré donc en 2013 avec l'appui de l'UNICEF, qui consistait à essayer d'étouffer l'épidémie. Alors pour lutter contre le choléra, bon, bien sûr, la première chose, c'est d'obtenir un accès à l'eau de bonne qualité pour la plus grande partie de la population. Bref, de faire en sorte que la population ne soit plus vulnérable aux maladies hydriques. Et c'est pour ça que, par exemple, en Europe, en Amérique du Nord, on n'a pas de problème de choléra. Le deuxième
La deuxième approche serait d'utiliser un vaccin. Il y a un vaccin contre le choléra, mais qui a des performances qui restent quand même assez modestes. On n'est pas dans les vaccins comme les vaccins contre la rougeole ou la fièvre jaune extrêmement efficaces et durant longtemps. Là, l'efficacité est autour de 65% et la durée est de quelques années. Et c'est compliqué aussi de faire des grandes campagnes de vaccination. Et restait une troisième stratégie qui était d'étouffer l'épidémie de choléra en justement se basant sur une approche collant de très près au terrain. Tous les jours, des équipes devaient aller dans les centres de traitement de choléra, rechercher les nouveaux cas, commencer à prendre contact avec ces cas, discuter avec eux, avec leur entourage, et puis se rendre au domicile de ces personnes et y apporter une aide. Puisque le choléra est transmis essentiellement par l'eau et par les problèmes d'hygiène, distribuer du savon, distribuer des produits chlorés pour protéger l'eau, distribuer éventuellement des seaux, de quoi contenir l'eau dans de bonnes conditions, faire de l'éducation communautaire dans la maison et dans les maisons autour, et puis même faire un traitement prophylactique, puisqu'on avait la chance d'avoir une souche qui était sensible à un antibiotique qui était la doxycycline. Donc, un traitement prophylactique autour. Et pendant des années, on a essayé de faire ça, mais on n'avait pas tellement les moyens. Et puis en 2016, donc après notre discussion à ressources, il y a eu 2 événements qui ont compté énormément pour cette lutte contre le choléra en Haïti. Le premier événement, ça a été la reconnaissance par l'ONU de sa responsabilité, qui a remis le choléra en priorité de l'agenda politique. Donc, c'est Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'ONU, qui a fait un discours en français, en anglais et en créole haïtien pour demander pardon au peuple haïtien. Il a promis de l'argent n'est pas forcément arrivé en tout cas les sommes qui étaient promises et de loin, mais ça a mis le discours, le choléra à l'agenda politique. Et puis il y a eu une catastrophe humanitaire qui est le cyclone Matthew, qui a amené aussi de l'argent. Et à partir de là, le nombre d'équipes mobiles a pu être augmenté et on a vu que tout d'un coup, le choléra s'affaissait. Et le choléra qui avait tenu pendant 6 ans et pour lequel on ne semblait rien pouvoir faire, s'est mis à diminuer et a disparu complètement au tout début de l'année 2019. On a 15-16 mois de recul et il n'y a plus le moindre cas de choléra en Haïti, alors qu'on pensait qu'Haïti était condamné pour des décennies à avoir des épidémies de choléra lors de la saison des pluies. Alors le parallèle est évident là. Et d'ailleurs, il y a une filiation directe, je vous l'expliquerai dans la manière dont ça a été fait. Cette stratégie d'équipe mobile en Haïti, je l'avais proposée à l'UNICEF en 2013, basée déjà sur l'expérience d'autres pays. Et puis là, donc sur Paris, j'ai proposé, au moment où on s'est trouvé dans le confinement, j'ai proposé qu'on fasse ce type d'approche. J'ai proposé ça à Martin Hirsch. Alors, pour le coronavirus, bien sûr, on n'a pas à faire une maladie liée à l'autre. Ce n'est pas le problème. C'est une maladie à transmission respiratoire. L'hygiène des mains compte pour beaucoup aussi. Mais on se trouve déjà dans quelque chose d'assez proche. Première chose, on a différentes stratégies. Une stratégie lourde qui est que tout le monde reste chez soi, qu'il n'y ait plus de contact entre les uns et les autres, c'est le confinement. Et on a été obligé de l'appliquer tellement l'épidémie a démarré violemment dans nos pays. Mais c'est une stratégie qui, là, n'est pas tenable dans le temps. Elle ne coûte peut-être rien à mettre en place, c'est juste donner des ordres, mais économiquement, elle est extrêmement néfaste, socialement aussi, et elle n'est pas tenable. On ne pouvait pas rester là-dessus. La deuxième stratégie qu'on applique actuellement, c'est la distanciation sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens, et les mesures barrières et la distanciation sociale, de faire en sorte que même si on est libre, on est sur une espèce de liberté, pas surveillée, mais limitée, avec port du masque, avec le minimum de personnes dans le métro, avec les cafés, les bars fermés, avec, voilà, vous connaissez tout ça. Et en fait, ce que j'ai
expliqué à Martin Hirsch, c'était au début du mois d'avril, au moment où le coronavirus était à son maximum, c'est qu'on n'allait pas tenir comme ça et qu'il fallait déjà mettre en place une stratégie alternative centrée autour du cas. Centrée autour du cas, exactement comme on a fait pour le choléra en Haïti. Dès qu'une personne est en contact avec le système de soins, on a commencé par les personnes qui passaient aux urgences et très vite, les généralistes se sont associés. Dès qu'une personne prend en contact avec le système de soins, eh bien, on essaye d'engager la discussion avec lui et on essaye de s'allier à lui pour pouvoir faire ce qui est possible pour un objectif commun entre le patient et les équipes du projet qui s'appelle Covisan. L'objectif commun, c'est de protéger les proches du patient. Donc, normalement, le patient adhère à ça et c'est vrai qu'on a une très forte acceptation de ce programme quand il est bien expliqué. Protéger les proches, alors là, il s'agit à nouveau de se rendre chez eux, effectivement, chez les patients. Il s'agit à nouveau d'apporter quelque chose. On ne va pas apporter du savon, il y en a dans toutes les maisons ici. Ça peut aider, hein, l'eau et le savon, c'est efficace. Mais à l'époque, il n'y avait pas de possibilité pour les patients d'avoir des masques. Alors, on apporte des masques, des solutions hydroalcooliques. On essaye de voir avec le patient comment organiser le confinement. Éventuellement, lui proposer de le mettre à l'hôtel, mais en dernier recours, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, mais d'organiser le confinement, d'organiser les courses, d'organiser la vie d'une personne confinée, de l'accompagner médicalement avec les généralistes. Et finalement, on est sur la même stratégie avec le même but qui est d'étouffer l'épidémie en cassant les chaînes de transmission. Dans ce cadre-là, effectivement, le patient demande souvent que sa famille soit dépistée. Et donc, c'est quelque chose. Les personnes qui se rendent à domicile ont la capacité de faire ça. Et donc, on va aussi rechercher les chaînes de transmission. Donc, il y a bien du dépistage, il y a bien du confinement, mais ça se fait en alliance avec le patient. Comme en Haïti, on ne rentrait pas dans une maison, on ne rentrait pas dans un village sans l'accord des personnes. Là, on ne rentre pas dans une maison, on ne rentre pas dans un quartier sans l'accord des personnes. Et donc, il y a vraiment un parallèle très important entre les deux programmes. La dernière chose, c'est que on n'a pas pu étendre ce programme à l'ensemble du pays. Il est décliné un peu différemment. C'est toujours une stratégie de traçage qui est faite, mais par la caisse primaire d'assurance maladie, au téléphone, avec une approche très centrée sur les tests PCR. On en reparlera parce que les outils diagnostiques, effectivement, sont aussi un problème à régler dans ce cas-là. Je sais que Benoît en a parlé, mais on y reviendra. Mais en tout cas, le parallèle, c'est vraiment ça. Et l'objectif recherché, pour l'instant, c'est dans les endroits les plus compliqués pour la lutte contre le coronavirus en France, c'est-à-dire, en gros, la région parisienne, parce que c'est quand même là où il y a le risque d'un rebond était le plus important, et dans la région parisienne, les zones les plus densément peuplées, qui sont la Petite Couronne, certains quartiers de Paris, 18, 19, 20e, 13e, 14e, qui sont des quartiers extrêmement densément peuplés, qui avaient une transmission très forte du coronavirus. On a vraiment mis l'accent avec les généralistes, avec les hôpitaux, dans le nord aussi du 92, du côté de Gennevilliers, Colombes, et dans bonne partie du 93. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, sur la région parisienne, quand on regarde les résultats des tests PCR, ce sont les endroits où on a le moins de PCR positifs. Donc, en ajoutant Covisan au dispositif actuel, on a effondré le nombre de cas et on est sur, là, actuellement, 1 à 2% de PCR positifs, ce qui est vraiment très, très bas par rapport au contexte, y compris en situation de déconfinement. Voilà, je laisse un peu d'autres questions arriver, mais ce parallèle me paraît très important à mettre en avant. Alors, effectivement, le parallèle que tu fais, Renaud, et tu réponds bien à la question, par cette approche, effectivement, très ciblée directement dans les foyers, sur les personnes, ça s'est effondré
pour le choléra en Haïti, et tu fais le parallèle ici, aujourd'hui, depuis 2 semaines déjà, enfin ça fait déjà un peu plus de temps que vous les avez mis, mais les résultats sont là. Donc j'imagine qu'il va y avoir des papiers et des renforcements pour approfondir cette approche. Et tu avais dit aussi dans l'interview que le confinement aurait nécessité un plus grand accompagnement. Donc, tu penses aussi qu'il y a des progrès à faire par rapport à une annonce d'un confinement global, par rapport à des choses qui doivent être peut-être plus segmentées, plus suivies. Tu peux reprendre peut-être cet élément-là? Alors, l'accompagnement, quand je parle d'accompagnement, je viens de le remettre. Quand je parle d'accompagnement, c'est que euh, prenez une personne qui vient d'apprendre qu'elle est possiblement, alors on reviendra sur les tests diagnostiques, nous on part d'une suspicion clinique. Comme sur le choléra en Haïti, on partait d'une suspicion clinique pour ne pas perdre de temps. Et en plus, en France, sur le coronavirus, on a des problèmes de faux négatifs de la PCR. On y reviendra. Mais on part d'une définition clinique. Mais une personne vient d'apprendre qu'elle a le Covid-19. C'est déjà lourd à porter comme diagnostic parce qu'on parle tous les jours des morts du Covid-19. Non seulement elle a ça, mais en plus, elle va retourner dans une maison, dans son foyer, avec son entourage, et elle sait qu'elle est possiblement contagieuse. Et donc, quand je parle d'accompagnement, c'est qu'il faut aider ces personnes, pas simplement les tracer, pas simplement les fliquer, mais il faut les aider à passer cette période parce qu'il y a des choses à faire en organisation, mais simplement une présence, simplement d'avoir des contacts avec des personnes, d'avoir vu une équipe, de pouvoir téléphoner, de pouvoir discuter, d'être remis en contact avec son généraliste et tout ce qui peut accompagner ça est très important. Donc, je pense qu'on est plus efficace quand on met en place, en tout cas dans nos sociétés, on met en place quelque chose qui est assez intrusif, rechercher les contacts d'une personne et assez coercitif. Le Conseil constitutionnel a rejeté, et je pense qu'il a très bien fait l'idée d'imposer un confinement, parce qu'on pourra confiner une personne en l'imposant comme ça, mais on va perdre des milliers d'autres personnes qui vont se dire, si je déclare que je suis malade, je risque de me retrouver prisonnier pendant 15 jours. Donc c'est extrêmement important de dire que le confinement n'est pas imposé. Il est juste proposé, accompagné, aidé. Donc l'idée d'accompagner, c'était ça, c'était vraiment qu'une personne qui a le Covid-19 a besoin d'aide dans la plupart des cas et pas simplement être un sujet d'exploration pour poser des questions par rapport à ses contacts. Très bien, donc voilà, on a répondu à la question et on a fait le lien entre l'approche pour les maladies hydriques dues à une eau insalubre et le Covid-19, cette approche donc, qui vise à aller avec des équipes mobiles au contact de population, foyer par foyer, selon les zones, pour pouvoir effectivement faire un suivi très proche de l'avancement de la situation de l'épidémie. Et que donc c'est une façon, c'est un outil qui paye et qui permet d'effondrer, puisque c'est le mot que tu as utilisé, Renaud, effondrer dans le cas du choléra en Haïti et aussi aujourd'hui en périphérie de Paris, enfin dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes qui étaient touchées. Maintenant, je rends la parole à notre président, Patrice Fandalosa, puisque je pense que nous arrivons, je vois le timing à peu près au milieu de cette session, de ce webinaire, peut-être pour ouvrir la discussion à d'autres personnes qui sont connectées. Merci Renaud et puis merci Benoît bien sûr. Écoutez, on arrive maintenant à cette partie du webinaire où c'est vous qui intervenez. Donc je vous engage à poser vos questions sur les conversations du groupe Zoom que je vais pouvoir reprendre. Vous déclenchez évidemment votre micro et vous posez cette question à l'un ou à l'autre. N'hésitez pas. Alors, comment... En attendant qu'une question se pose, Renaud, tu voulais revenir sur les PCR, enfin des tests positifs mais négatifs en fait.
Le micro. Benoît, c'est bon. Je posais une question à Renaud, je ne sais pas si tu l'as entendu. J'ai pas entendu la fin de la question, mais c'était sur les PCR. Oui, c'est ça, parce que tu parlais de faux Oui. négatifs. Alors, ce qui se passe, on a eu un peu une prise de bec il n'y a pas très longtemps dans une discussion avec Bruno Lina, qui est le grand promoteur de la PCR diagnostic. Et il faut préciser, Bruno Lina est aussi le référent du Centre national de référence pour les fièvres. voilà, et il est virologue et il est dans le conseil scientifique. Et c'est lui qui soutient bien cette stratégie PCR. En gros, mais on est d'accord, la PCR est un bon outil diagnostique, mais Bruno Lina précise que c'est un bon outil diagnostique quand on le fait au bon moment. On fait la PCR au bon moment, c'est-à-dire dans les tout premiers jours où le patient présente des symptômes. Ou on pourrait aussi, dans les jours qui précèdent, mais c'est plus compliqué de savoir qu'on va dans 3 jours présenter des symptômes et faire la PCR. Simplement, dans une stratégie qui consiste à essayer de retrouver les chaînes de transmission, on voit arriver des patients qui sont soit, pour ce qui est des patients, bon, des fois au tout début des symptômes, mais souvent c'est beaucoup plus tard, au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, ils toussent, ils ont eu des symptômes, et ils ont des symptômes parfaitement caractéristiques. On fait une PCR, elle est négative. Dans la stratégie de la CPAM, ça s'arrête là. La PCR est négative. Nous avons proposé à ce type de patient des interventions à domicile. Et là, quand on voit dans l'entourage de ce patient qui a une PCR négative, mais qui manifestement a eu et continue à avoir des symptômes d'infection à Covid-19, est entouré d'autres personnes, symptomatiques ou non symptomatiques, qui peuvent, eux, avoir une PCR positive. Et qui aussi, beaucoup d'entre eux, ont des symptômes et pas forcément une PCR positive. Mais la chaîne de transmission est là. Et en fait, on loupe énormément de cas, on loupe plus de cas, on trouve plus de cas basés sur les signes cliniques, y compris ensuite qui permettent de trouver des chaînes de transmission où on authentifie la présence du virus, on ne trouve avec la PCR. La PCR fait louper, ces PCR négatifs font louper la majorité des cas. C'est ça qui est important à connaître. Simplement parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même contexte d'utilisation et que la PCR, elle a une fenêtre d'utilisation qui n'est pas forcément celle de la mesure de santé publique qui consiste à aller chercher les chaînes de transmission. Là encore, c'est l'expérience de terrain qui permet de dire ça. C'est la PCR sur le papier et testée dans un laboratoire, ça marche très bien. Quand on l'utilise en population générale avec des personnes qui ne viennent pas forcément au moment où on attend de faire le diagnostic, à ce moment-là, on a des failles et il faut compenser ces failles. Heureusement, il y a des signes cliniques qui ont un grand intérêt, comme la perte de goût et de l'odorat, qui permettent de repérer ces cas-là, ou des syndromes grippaux avec une composante de diarrhée qui est aussi assez évocatrice dans un contexte actuel où on n'est pas en épidémie de grippe. Donc, c'est ça que je voulais dire. Attention, le problème du diagnostic se pose toujours dans une stratégie de lutte contre une maladie et les failles diagnostiques sont plus importantes sur le terrain qu'elles ne le sont quand on propose un test. C'était exactement la même chose sur le choléra et les tests rapides. Mais effectivement, ça reste indispensable et c'est justement en travaillant sur aussi le diagnostic et le clinique qu'on arrive à faire progresser les outils et les rendre plus performants. Alors, j'ai eu une première question qui est plutôt une question technique de Dominique Gattel qui me demande si effectivement cette explication, cette session d'aujourd'hui sera dispo en replay pour un public plus large. Bien évidemment, elle est enregistrée et on va la diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions soit au travers de Converser, le petit module qui est en bas de votre écran, ou alors en activant directement votre micro en bas à gauche de votre fenêtre. Alors, j'ai une première question d'Hervé Caveau que je vais vous donner à tous deux.
Bonjour à tous. L'approche communautaire en santé a fait ses preuves depuis plusieurs années pour la lutte contre les épidémies, notamment en Afrique de l'Ouest ou en Asie. Elle consiste à former, à renforcer les capacités d'intervention des communautés et leur capacité de plaidoyer. Est-ce que vous pensez que cette approche soit également pertinente pour la réponse au Covid-19? Renaud. Est-ce que je peux me permettre d'apporter un élément de complément à cette question qui est super intéressante, je trouve? C'est Grégoire Randel, excusez-moi, qui est de dire, et d'autant plus dans un contexte où il y a une défiance très forte envers les institutions publiques et une avalanche de fake news sur les réseaux sociaux, comment fait-on pour faire ce que M. Kevo dit, cet aspect communautaire? Pierre Jacquemot souhaiterait compléter la question si le président nous l'autorise. Ça va à peu près dans le même sens. Moi, ce qui m'impressionne dans l'exposé qui a été fait, c'est le côté transfert d'un savoir-faire d'un pays, disons, du Sud, Haïti, vers l'Europe, vers la France en l'occurrence. Est-ce que cette observation pourrait être élargie? Ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique, comme probablement beaucoup de participants, où on observe que la catastrophe annoncée, en tout cas pour l'instant, n'est pas observée dans un certain nombre de pays d'Afrique, même s'il y a des situations très difficiles dans les pays d'Afrique, du Maghreb ou de l'Afrique du Sud. Mais probablement, enfin, une des explications au fait qu'il y a une certaine résilience, en tout cas pour l'instant, à la pandémie, tiendrait au fait qu'il y a un apprentissage, en quelque sorte, de la lutte contre des virus précédents, parce que la pandémie virale est une permanence en Afrique. On compte une vingtaine de virus qui sévissent, que ce soit le Zika, Ebola, le VIH, etc. Et donc, il y a eu de facto, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, avec le soutien international ou pas d'ailleurs, peu importe, une capacité à pouvoir s'organiser afin de lutter contre, en l'occurrence, là, maintenant, la Covid. Pierre, Voilà. tu as une question précise que tu souhaiterais poser à Mais nos… la question précise, c'est de savoir si on peut considérer qu'il y a un apprentissage de la lutte organisée contre une pandémie de type viral qui permettrait d'expliquer des capacités de résistance particulières dans certains pays, en particulier en Afrique. Alors, je vais compléter et puis on va s'arrêter dans cette première session. Je complète parce que en fait, c'est très lié. Le commentaire et la question de Martina Glibert qui remercie sur cet échange et demande surtout pourquoi pensez-vous que ce sont surtout les quartiers des populations vulnérables qui sont exposés? Est-ce que c'est à cause de la proximité des habitations principalement? Est-ce que vous voyez d'autres raisons qui sont plutôt liées à l'alimentation et la comorbidité? On va vous laisser répondre déjà sur toute cette première série de questions avant d'en repenser une deuxième. Je vais essayer déjà de répondre sur l'approche communautaire avec le contexte effectivement de défiance, voire plus, les fake news, effectivement, mais pas que. Je pense qu'on a été gêné aussi par un certain nombre je vais dire, d'erreurs de communication. Si c'est simplement de communication, c'est même de conception. Parler de brigade n'était pas du tout pertinent. On n'a jamais, nous, parlé de brigade, mais plutôt d'équipe mobile, parce que on veut. Enfin, l'idée, c'est de faire équipe et faire équipe aussi avec le patient. Donc, il y a une problématique de ce côté-là. La confiance est extrêmement importante dans ce genre de démarche. Elle est aussi, c'est assez drôle parce que elle a été plus importante et plus facile à obtenir pendant la période du confinement, quand c'était pas du tout une histoire reprise au niveau du gouvernement, c'était vraiment une initiative de la PHP. C'était plus simple. C'était basé sur le fait qu'on faisait intervenir des volontaires bénévoles. Et on s'est aperçu que maintenant, il y a une sorte d'institutionnalisation
et ça gêne dans le déroulement du programme, et d'avoir même des personnes plus spécialisées dans les visites à domicile ne rend pas forcément plus simple ces visites à domicile. Donc le côté confiance compte pour énormément, et c'est quelque chose qui mérite de faire très attention. Une autre erreur de communication pour le mot, et c'est vraiment une litote, c'est cette lettre de la CPAM qui proposait que les médecins touchent soit 2 €, soit 4 € par nom, prénom et numéro de téléphone transmis parmi les sujets contacts. C'est une lettre qui a diffusé, qui a été envoyée à tous les généralistes. En tout cas, beaucoup m'ont rapporté. J'ai lu cette lettre. Ça fait un peu quand même chasseur de primes, mais évidemment, je veux dire, les médecins n'ont pas besoin de ces 2 ou ces 4 € pour trouver plus de contacts, etc. Ça a vraiment été un problème. Donc, brigade, le fait de payer par nom donné, ce qui n'a pas été retenu finalement. L'idée d'obliger le confinement, tous ces éléments-là sont des obstacles, et il faut vraiment un jour qu'on fasse le point là-dessus et qu'on discute et qu'on dise combien il est important d'avoir la confiance. Et mon expérience, c'est celle aussi de la République démocratique du Congo, de l'épidémie récente d'Ebola, où le problème de la confiance a été au premier plan. Malgré tous les moyens mis, les populations étaient très défiantes envers ces actions de santé publique. Il y a plein de raisons, et Ebola en est une déjà, parce qu'il y a énormément de morts, donc c'est plus compliqué, mais c'est sûr que c'est un point essentiel. Alors ça nous amène à l'Afrique. Effectivement, il y a peut-être un terrain en Afrique pour mettre en place des stratégies de lutte sur les équipes mobiles, puisqu'on le fait déjà pour d'autres choses, pour Ebola. On tente de le développer pour le choléra, ça a été fait dans d'autres maladies. Maintenant, ce n'est pas forcément la raison pour laquelle il y a moins de cas, moins de décès en Afrique. Ça reste encore un peu à déterminer, mais on a une population plus jeune, on a un écosystème différent, une urbanisation différente, l'utilisation, on n'a pas le métro comme on pouvait avoir à Paris au mois de mars, avec des gens entassés, sans masque, etc. Bien sûr qu'il y a d'autres vecteurs de transmission, mais globalement, il semble donner une histoire naturelle de l'épidémie, une montée de l'épidémie qui est quand même moins brutale, moins violente que ce qu'on a pu voir en Europe ou en Asie ou en Amérique du Nord. Donc, je pense qu'il reste encore à savoir ce qui va advenir de l'Afrique, hein, parce que autant en Europe, le nombre de cas diminue, autant en Afrique, ce n'est pas le cas encore. Hein. La montée a été plus progressive, mais elle continue. Donc, on ne sait pas où on va encore. On ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter, même si pour l'instant, on est très en deçà de ce qu'on a en Europe. Moi, pour ce qui est des quartiers et de la région parisienne, j'ai surtout parlé des quartiers à très forte densité. Il y a d'autres éléments. Il y a le niveau économique et un certain nombre d'études où même l'utilisation du système de soins n'est pas la même. Par exemple, les appels au 15 sont plus tardifs dans le département de la Seine-Saint-Denis que dans les autres départements parisiens, en particulier de la région parisienne, en particulier à Paris. C'est ce que m'ont expliqué avec des chiffres à l'appui, avec des données à l'appui, les collègues du SAMU. Donc, effectivement, il y a un usage différent du système de soins, un retard au diagnostic plus important dans certaines zones. Et puis, effectivement, il y a des facteurs de risque, hypertension, diabète, obésité, qui sont assez nettement liés au niveau socioculturel aussi. Donc, la densité est certainement le facteur le plus important, mais les autres facteurs de risque viennent s'additionner. Et vous avez tous pu remarquer que c'est quand même dans les grandes villes qu'on a eu le plus de problèmes, que ce soit Madrid, que ce soit Londres, que ce soit New York, que ce soit Paris. C'est pas tellement
les zones rurales, les zones faiblement peuplées qui ont posé plus de problèmes, parce que dans les grandes villes, il y a énormément d'occasions d'avoir, finalement, d'échanger des volumes d'air commun confinés qui sont vecteurs du virus. Voilà. Alors, deux autres messages. Le premier, celui de Christophe Longuet, qui évidemment vous remercie assez longuement sur le message à tous. Je vais dire la question pour gagner un peu de temps. Est-ce que l'on aurait pu, selon vous, est-ce qu'on aurait pu ou dû tester, isoler, remonter les chaînes de transmission dès le début et durant toute l'épidémie en métropole, ou est-ce que c'était impossible compte tenu des caractéristiques de l'épidémie? Ça, c'est effectivement la première question. La deuxième question, elle a déjà été, je sais, beaucoup traitée et beaucoup d'opinions, mais j'aimerais avoir la vôtre et celle de Benoît aussi d'ailleurs, sur pourquoi est-ce qu'on ne constate pas en fait la flambée en Afrique dans la même espèce de courbe qu'on a connue en Europe ou en Asie, ou même encore pire aux États-Unis, alors qu'il y avait eu des déclarations absolument catastrophiques, des rapports aussi tout à fait officiels, que ce soit de McKinsey, des Nations Unies ou autres, qui prévoyaient véritablement une catastrophe sanitaire extrêmement importante. Et puis enfin, la dernière, c'est Grégoire Landel qui nous la pose. Pour vous, et pour tous ceux qui voyagent évidemment en Afrique pour leur travail, quelles vont être à votre avis les conditions nécessaires pour que l'État autorise les déplacements vers et depuis l'Afrique en avion? Voilà, on va prendre ces trois premières questions, si vous le voulez bien. Et là, Benoît, évidemment, tu peux aussi intervenir. Je commence et puis je laisse la parole à Benoît. Est-ce qu'on aurait pu tester les chaînes depuis le début? Quand on est en flambée, avec la violence de la flambée, c'est sûr que c'est illusoire de penser qu'on peut intervenir individuellement auprès de chaque cas. Par contre, de là à avoir complètement, parce que là, il s'est passé quelque chose en France qui est assez étonnant, c'est que l'hôpital s'est retranché derrière ses murs, d'une certaine manière. Il fallait tenir et il y a eu un effort considérable qui a été fait pour créer des lits de réanimation, etc. Mais le patient qui n'avait pas besoin d'hospitalisation n'avait finalement assez peu accès à la médecine, y compris la médecine de ville, parce qu'il y avait ce problème de ne pas aussi aller voir le médecin, être dans la salle d'attente, etc. Il y a eu ce confinement. Il n'avait pas accès aux masques. Et je suis passé dans une pharmacie, j'ai demandé si un patient avec une ordonnance avait le droit d'acheter des masques. Et la réponse était clairement non, c'était interdit de vendre des masques ou de donner des masques à un patient. Et ça a été un des moteurs du lancement du projet Covisan. Donc je pense il aurait certainement été judicieux, je sais qu'il y avait un problème de stock, mais qu'une petite partie du stock qui existait soit réservée aux patients et pas seulement aux soignants. Ne serait-ce qu'en termes de transmission, y compris pour la protection des médecins généralistes, si la protection devient correcte, devient relativement efficace, si à la fois le sujet contagieux et le sujet susceptible portent l'un et l'autre un masque. Si seul le médecin porte un masque, il est moins bien protégé que si son malade porte aussi un masque. Donc là, il y a certainement quelque chose qui aurait pu être fait. Il y a certainement des messages qui auraient pu être donnés, des messages grand public, pour essayer d'expliquer comment, sans avoir une intervention individuelle, mais au moins comment les patients pouvaient être confinés à domicile et ne pas trop transmettre dans leur environnement immédiat. Après, la deuxième chose, c'est que effectivement, donc, quand ça a commencé à baisser, il était temps de faire les pilotes et de les encourager. On a pu le faire à Paris parce que l'AP-HP a suivi. Martin Hirsch a vraiment accepté ce programme et a mis les moyens pour le faire. D'autres collègues ont essayé de le faire dans d'autres régions et ils n'ont juste pas été entendus.
on aurait pu avoir dans chacune des régions déjà des pilotes qui auraient pu servir de colonne vertébrale ensuite à un déploiement plus important. En fait, on a commencé le déconfinement sans que la stratégie de traçage soit lancée, bien rodée, alors qu'on pouvait le faire. Donc, c'est une question de timing. Ça ne veut pas dire qu'il fallait le faire complètement partout d'emblée, mais il fallait être prêt pour qu'au moment du déconfinement, ce soit généralisable partout, ce qui n'a pas été le cas. La situation n'est pas si mauvaise que ça, donc on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais c'est quand même un peu plus de cas, un peu plus de risques, et on aurait baissé certainement plus vite si on avait fait ces opérations. Quant aux conditions nécessaires pour les déplacements, je n'ai aucune idée. Je pense qu'il va falloir au moins que les déplacements qui ont une justification sanitaire ou professionnelle puissent reprendre rapidement, puisque le virus circule, d'abord il est un peu partout, mais il faut aussi que les stratégies, les manières en tout cas pour ce qui me concerne sur le côté sanitaire, que ces stratégies puissent bénéficier de ces allers-retours, parce que Haïti, ça ne s'est pas fait spontanément, c'était aussi déjà la conséquence de travaux qu'on avait fait en République démocratique du Congo, qui était la conséquence d'expérimentation, de travaux qu'on avait fait aux Comores. Enfin, donc à chaque fois, il y a des allers-retours. Des collègues congolais sont venus nous aider à mettre en place la stratégie d'équipe mobile en Haïti, et juste avant l'épisode du confinement, j'étais en République démocratique du Congo, où justement j'essayais de renvoyer l'ascenseur à ses collègues congolais pour qu'on puisse mettre et profiter de ce qu'on avait appris en Haïti pour faire des équipes mobiles sur le choléra dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc ces allers-retours sont très importants, et c'est bien sûr il y a des publications, bien sûr il y a des documents, mais il y a quand même besoin de personnes, d'êtres humains. Je vais juste dire une chose, le premier pilote Covisan a été lancé à la Pitié-Salpêtrière le week-end de Pâques. Ce jour-là, j'ai appelé un collègue de Solidarité Internationale qui s'appelle Jean-Sébastien Molitor. Il était à Nancy, je lui ai dit viens, il est venu à la maison, il est resté 15 jours et je lui ai confié comme mission, c'est comme si tu étais en mission humanitaire, tu t'installes à la Pitié-Salpêtrière avec bien sûr l'accord de la PHP, etc. et tu montes une équipe Covisan, enfin ça ne s'appelait pas Covisan à l'époque, tu montes les équipes mobiles et tu les mets en place comme si tu étais en train de travailler pour Solidarité Internationale. Il avait été directeur pays pour Solidarité Internationale en Haïti et il avait géré les équipes mobiles. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une filiation directe, et cette filiation, elle passe par des êtres humains, des personnes qui ont une compétence et qui vont l'appliquer là où ils peuvent. Là où on n'a pas réussi, c'est quand il est retourné à Nancy, eh bien, il n'a pas pu monter quoi que ce soit parce qu'il n'a pas été soutenu par l'ARS, par l'hôpital, etc. Et donc, c'est là où on a un peu raté des occasions. Voilà. Benoît. Peut-être pour compléter une information d'une personne que je connais bien, le ministère de la Santé, c'est qu'en mois de novembre, fin novembre, il y a eu une simulation de cas dans 3 ministères, dont le ministère de la Santé, sans que les personnes aux commandes sachent que c'était un exercice, en fait. Donc, ça montre que notre gouvernement avait quand même un scénario de crise possible à cette époque-là, mais la thématique était variole. Le scénario était que, suite au permafrost, une souche variole avait été portée par une personne rentrée sur le territoire français, et donc l'exercice consistait à voir comment les différentes personnes clés des ministères allaient réagir. Malheureusement, ce n'est pas pour ça qu'on a pu avoir les stocks de masques nécessaires. Il n'y a pas eu de rétex, il n'y a pas eu de retour d'expérience à part ça. Et ensuite est arrivé le Covid. Donc, effectivement, il y a des outils qui sont tout à fait à mettre au point. Et cette personne, cet expert, est quelqu'un qui a passé de grandes années dans l'humanitaire avant d'être au ministère de la Santé. C'est un médecin. Et il m'a dit, on n'est pas préparé, on n'est pas organisé chez nous. Et il m'a dit, il faudrait presque, c'est pour ça que je rebondis, Renaud, sur ce que tu dis avec l'exemple de cette personne de solidarité, il m'a dit,
les gens sont de bonne volonté, mais on n'est pas organisé pour pouvoir traiter ce genre de choses, alors que paradoxalement, dans certains pays qui ont ça de façon répétée, ils sont plus organisés avec l'aide aussi d'ONG internationales, etc. C'est d'ailleurs ce que m'a dit récemment, pour revenir sur une des questions, pourquoi l'Afrique est parfois moins touchée. Donc, je ne suis pas un spécialiste, mais une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec Mireille Dozo, la directrice de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire, me disait qu'effectivement, ils avaient très peu de cas. Alors, comment expliquer cela? Bon, outre le fait qu'elle m'a dit, nous, on est habitués à avoir régulièrement des problèmes, des épidémies, on en a souvent, donc on sait réagir. Et là, dans le cadre du Covid-19, Abidjan a été bloqué. Et quand il y a des checkpoints et que c'est bloqué, celui qui sort de chez lui, elle m'a dit, c'est la prison. Donc, bon, nous, c'était une amende, donc c'est effectivement très radical. Elle m'a dit aussi qu'il y avait peu de personnes âgées qui décédaient. À l'époque, notre conversation était il y a 2 semaines et ils avaient une vingtaine de personnes, de cas Covid-19. Et elle me disait, mais nos personnes âgées ne sont pas à Abidjan. Elles ne sont pas dans des EHPAD. Nos personnes âgées sont dans les villages, répartis. Donc, il y aura certainement des parallèles à faire, mais ça n'explique pas l'aspect épidémique. Je ne sais pas si parmi les auditeurs aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialistes d'expliquer pourquoi certains pays sont plus touchés que d'autres, parce que Mayotte a été très touché, par exemple. Et puis aussi, on en parlait avec Renaud juste récemment, le professeur Bill Pape, qui est un grand référent infection en Haïti, alarme, notamment à travers une tribune en Libération dont on parlait. Et pour le coup, il y aura peut-être l'expérience d'Haïti du choléra qui a servi là pour la PHP avec les équipes mobiles sur Paris. Peut-être aussi un retour d'expérience à faire sur Haïti qui se prépare à une nouvelle vague. Donc on voit qu'effectivement, on a du mal à cerner. Ce que l'on a entendu aussi, c'est qu'il y a apparemment différentes mutations, différentes souches de ce Covid-19. Il semblerait qu'il ne soit pas le même forcément d'un continent à l'autre, mais ça, je ne suis pas spécialiste, mais on entend aussi ce genre de remarques. Donc, tout ça méritera d'être approfondi. Si je puis me permettre, Benoît, peut-être simplement de rajouter quelque chose. J'avais un entretien avec l'un des membres du réseau ressources, Zéphirin Diabré, il y a quelques jours. Et effectivement, je lui posais la question, je lui dis, mais c'est quand même bizarre, Zéphirin, comment ça se fait? Il y a eu des annonces catastrophistes sur le continent africain il y a 1 mois et demi, 2 mois, et dans la réalité, on a l'impression que c'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup plus parcellaire. Il a eu des réponses très simples. Il m'a dit, écoute, la moyenne d'âge n'est pas du tout la même entre le vieux continent européen et nous, d'une part. Deuxièmement, on est très habitué à traiter ces maladies parce qu'on en a de manière extrêmement récurrente et régulière dans un certain nombre de pays. Donc, nos équipes sont habituées, même si les moyens médicaux sont fragiles et parfois très faibles. Et puis enfin, il me dit, il y a quand même une chose aussi, n'oublie pas, c'est que les traitements anti-paludéens, etc., on les prend depuis tout petit déjà et sans que ça pose la moindre question et depuis des générations. Et donc, en fait, on n'est sans doute pas tout à fait immunisé de la même manière. Alors, moi, je ne suis pas du tout médecin, mais je voulais vous restituer ces trois questions. Alors, ces 3 réponses qui m'avaient été données. Voilà, on va arriver, là, il est 56, on arrive bientôt à la fin. Je voudrais vous demander, Renaud et puis Benoît, de nous faire un petit mot de conclusion chacun, assez bref, avant de pouvoir, entre guillemets, rendre l'antenne. Voilà. Renaud. Peut-être en écoutant Benoît parler de cet exercice qui a eu lieu, et je refais le parallèle avec Haïti, on a quand même un problème global qui est l'interaction entre le décideur et les scientifiques et la difficulté maintenant de faire remonter une expérience terrain. On a presque l'impression, moi j'ai un peu cette impression de décideurs politiques qui sont relativement entourés par un certain nombre de scientifiques qui ont une légitimité certes, mais qui gardent bien leur place à proximité et agissent finalement comme des filtres si on doit remonter des informations. Pour donner un élément peut-être, je n'ai, donc quand même ça fait pas mal de temps que je travaille là-dessus, y compris le lancement de Covisan, à part Martin Hirsch et Anne Hidalgo, qui est quand même très intéressée par ce qui se passe sur Paris, je n'ai jamais eu de contact avec le moindre décideur du ministère de la Santé, ni à la direction générale, ni au niveau de l'ARS. On a
de temps en temps, j'étais dans des discussions téléphoniques avec le directeur de l'ARS, mais comme ça, avec la possibilité d'intervenir sur une phrase et puis pas plus, ni avec les différentes personnes qui sont là pour conseiller nos politiques. Et donc, l'information monte difficilement, arrive déformée et ça devient très compliqué. Cette interaction entre les personnes qui ont une expérience du terrain, qui pourraient apporter quelque chose, et je pense aussi toute l'expérience de l'humanitaire, des gens de MSF, etc., et finalement les personnes qui vont décider de la politique est insuffisante et il va falloir travailler là-dessus. J'ai un dernier exemple. Évidemment, quand on fait de l'épidémiologie, on l'a fait avec des cartes, faisant de la cartographie. Et si vous voyez la loi qui a été promulguée, la loi prévoit que les données, par exemple, de PCR remontent de manière centralisée et peuvent être transmises à des organismes d'épidémiologie, Santé publique France, Direction générale de la santé, etc., pour faire de l'épidémiologie, mais sans les noms, sans les prénoms, sans les numéros de téléphone et sans les adresses. Moi, je ne sais pas faire d'épidémiologie si je ne sais pas positionner les cas, quitte ensuite à le présenter sous forme d'une carte où on ne retrouve pas l'adresse exacte, mais ça, je ne sais pas faire. Et donc, on s'est interdit, vous regarderez, où nous n'avons pas la moindre carte de l'épidémie à une échelle plus précise que le département. Les autres cartes, on ne peut pas les avoir au niveau national. Pourtant, c'est là qu'on pourrait guider les actions. Et c'est typiquement le genre de choses qui montre le fossé qui s'est créé entre l'expérience terrain et la décision politique. Merci Renaud. C'est assez terrible comme mot de conclusion, provisoire, mais en tout cas merci. Benoît, quelques mots? Oui, moi simplement pour dire que je crois qu'il y a encore quelques semaines, en début d'année, quand on se souhaite la bonne santé, la bonne année, personne ne pouvait imaginer qu'une petite bestiole de 5 nanomètres allait paralyser ou causer d'autant de problèmes, avec un coût faramineux dont on n'a pas connaissance pour l'instant, qui va se chiffrer en centaines de milliards, et qui donc forcément, avec du bon sens, devrait nous poser la question de comment mieux se préparer, la préparation aux épidémies. Ça fait des années que des spécialistes de différents ordres nous alertent là-dessus, sur l'enjeu infectieux. Donc, nous ne sommes pas encore préparés, nous ne sommes pas encore armés pour ça, et c'est un enjeu majeur de pouvoir l'adresser ensemble. Là, il faut évidemment casser des logiques en silo, que ce soit entre des ONG, des entreprises, du monde académique. Le monde académique de la recherche qui est indispensable et qui est aujourd'hui très challengé avec les fake news. Et donc, ça, c'est très grave quand la recherche scientifique est mise en cause, ou les scientifiques sont mis en cause. On va devoir effectivement travailler tous ensemble à ça, sinon c'est un éclatement, c'est un repli sur soi qui va se faire sur chaque identité. Et donc, on est à la croisée des chemins. Donc, je trouve que cette épidémie va nous forcer à aller de l'avant, à travailler davantage tous ensemble, à nous préparer à cet enjeu-là. On sait qu'on a les moyens de le faire, mais toute la question va résider sur la capacité à travailler ensemble. En tout cas, je remercie le think tank Ressources de nous permettre ça, et j'indique aussi qu'il y a des choses qui sont sur le site de Ressources. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi un autre site, un autre think tank qui s'appelle santémondiale2030.fr, qui a aussi beaucoup de documents que vous pouvez aller chercher et sur lesquels vous pouvez vous exprimer. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Alors, je voulais vraiment voilà, toute ma gratitude parce que vous avez rendu quelque chose de relativement complexe, très accessible à tous. Donc, c'est important parce que c'est vraiment pour moi le signe de l'intelligence. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Martine Wilhelm qui nous a aidé à organiser ce premier webinaire de ressources. Il y en aura bien sûr toute une série cette année. On a décidé, en fait, après je dirais, la série habituelle que nous avions, qui était les matinales des Bernardins, d'instituer maintenant un webinaire tous les 2 mois. Donc, ceci est le premier du genre, encore une fois. Merci Renaud de vous être rendu disponible. Merci Benoît. Je vous dis à tous une bonne journée et à très bientôt. À bientôt.